Cette célèbre toile de Salvador Dali, c'est le rêve causé par le vol d'une abeille autour d'une grenade juste avant l'éveil. Il est exposé à Madrid. Et il symbolise pour moi la genèse de la kétamine, avec ce poisson préhistorique qui symbolise la molécule qui a précédé la kétamine, c'est la phencyclidine, synthétisée en 1956 et commercialisée pendant quelques années sous le nom de Cernil. Pourquoi un tigre? C'est parce que le docteur Domino, qui est le premier médecin à avoir administré de la kétamine à un être humain en 1964, l'a considéré comme un tigre. Il avait publié un article remarquable qui s'appelait « Il faut dompter le tigre en kétamine ». Et puis, vous voyez un deuxième tigre qui naît du premier et qui sort ses griffes, c'est l'eskétamine, parce que c'est une amélioration véritablement sensible par rapport à la kétamine dite racémique qu'on utilise depuis 1970. Alors, évidemment, on voit dans les confins les fameux éléphants à pattes d'araignée qui symbolisent les problèmes psychédéliques de la molécule. Notre itinéraire va commencer par un tour dans la pharmacologie. On va s'intéresser à la pharmacocinétique et à la pharmacodynamique de la kétamine et de l'eskétamine, en se concentrant sur ce qui est le mécanisme le plus spécifique de la molécule, c'est-à-dire l'antagonisme du récepteur N-méthyl-D-aspartate. Ensuite, nous nous intéresserons aux différences entre les deux isomères, c'est-à-dire l'eskétamine et l'erkétamine, en particulier du point de vue de leur puissance anesthésique et analgésique. On verra qu'elles sont extrêmement différentes. Leurs effets neurocognitifs, qui heureusement pour nous sont véritablement différents, et les effets cardiaques et cérébraux, qui là encore différencient les deux isomères. Ensuite, nous nous intéresserons à l'expérience clinique, d'abord en anesthésie, en sédation et bien sûr en analgésie à la fois post-opératoire et je dirais un mot d'analgésie de la douleur chronique. Ensuite, nous irons en réanimation et comme l'eskétamine est administrée par définition pendant plusieurs jours, il sera indispensable de s'intéresser à sa toxicité. J'en dirai donc un mot. Mon seul conflit d'intérêt, c'est que je suis consultant pour les laboratoires International Drug Development qui sont à l'origine du dossier d'AMM de l'eskétamine en France. L'histoire de la kétamine, elle commence en 1962 à côté de Détroit, quand Calvin Stevens, un pharmacologue, professeur de chimie à l'université de Wayne, dans le Michigan, synthétise le composé d'investigation 581 dans sa recherche d'un successeur à la phencyclidine, dont je vous ai dit qu'elle avait effectivement été commercialisée quelques années, très intéressante du point de vue de l'analgésie, mais malheureusement, la plupart des malades étaient ingérables en salle de réveil. On cherchait donc un successeur parmi les arylcyclohexylamines. La kétamine, c'est la 2-orthochlorophényl 2-méthylamino-cyclohexanone. C'est donc une cétone cyclique, la cétone du cyclohexane à 6 atomes de carbone. Et vous voyez qu'elle a un atome de carbone asymétrique qui est la raison pour laquelle, avec la même formule chimique, on a deux isomères possibles selon que les radicaux phényl et azoté sont au-dessus ou au-dessous du plan de la molécule. Donc une cétone qui s'appelle kétone en américain, qui a donné la première partie du nom de la molécule, ket, et vous voyez un radical méthylaminé qui a donné la seconde partie, amine. Donc la kétamine, avec un atome de chlore sur le cycle
phényl. Alors vous voyez que dans l'espace, elle a une structure complexe qui explique que autour de ce carbone asymétrique, on va avoir deux molécules qui se déploient de manière symétrique. Donc elles se ressemblent, mais ce n'est pas tout à fait la même molécule. Elles sont comme les deux mains du même organisme. Édouard Domino, donc, pour la première fois en 1964, et publie juste dans les années qui suivent, les premières études cliniques de la kétamine, qui étaient d'ailleurs à l'époque extrêmement poussées parce qu'il avait décrit toutes les caractéristiques de la molécule, y compris l'électroencéphalogramme, etc. Et donc, dans cet article fondamental, il décrit ce qui sera appelé l'anesthésie dissociative. Pour la petite histoire, c'est sa femme Tony qui avait inventé ce terme de dissociative lorsqu'il lui avait raconté comment ses patients étaient dissociés de leur environnement. Qu'est-ce que c'est que cette anesthésie dissociative? Vous voyez ici des IRM fonctionnels de malades qui ont reçu de la kétamine. Et on observe en rouge l'activation de certaines zones et en bleu l'inhibition d'autres zones. Donc vous voyez là, on a l'inhibition de l'aire de Brodmann qui est impliquée dans l'appétit, le sommeil, l'humeur, l'anxiété, la tristesse, la mémoire. L'inhibition du cortex singulaire antérieur, qui est une partie du système limbique, pardon, l'activation du cortex singulaire antérieur. Et vous voyez que de manière extrêmement différente par rapport au propofol par exemple, ou aux halogénés, qui inhibent les noyaux thalamiques, et bien avec la kétamine, on a une activation de certains noyaux thalamiques. D'où une dissociation entre le système thalamo-cortical ou spino-thalamo-cortical et le système limbique. Deux mots de pharmacocinétique. Vous voyez ici à droite une simulation effectuée avec mon logiciel KetaPK que vous pouvez télécharger sur mon site. Et on a en abscisse les minutes, en ordonnée les concentrations plasmatiques d'eskétamine. Vous voyez, c'est en nanogrammes par millilitre. Et c'est très intéressant parce qu'on voit évidemment que les effets cliniques, les effets pharmacologiques dépendent de la concentration plasmatique. Alors en bleu, c'est la narcose, et vous voyez quand on injecte 1 mg par kilo d'eskétamine, on verra que c'est ce qui correspond à la dose de 2 mg par kilo de kétamine racémique, et bien on a une narcose qui dure 10 minutes. Ce qui signifie que si on veut entretenir la narcose, il va falloir réinjecter au bout de 10 minutes. En général, on injecte la moitié de la dose. Ou alors on met un pouce-seringue électrique. Puis vous voyez que pendant un certain nombre de temps, un certain nombre de minutes, on va passer par des effets psychodysleptiques et ensuite par des effets purement analgésiques. Nous y reviendrons. Donc, la demi-vie de distribution est brève, 10 minutes. Le délai d'action, et c'est extrêmement important, il est inférieur à 1 minute, ce qui explique que la kétamine et l'eskétamine sont de bons agents anesthésiques pour les séquences d'induction rapides. Et vous voyez que la demi-vie d'élimination, dans les premières études, était décrite comme un peu plus longue, mais lorsqu'on regarde les méta-analyses les plus récentes de la pharmacocinétique, vous voyez, elle est entre 1 heure et 2 heures. On sait que le métabolisme est pratiquement intégralement hépatique, sous la dépendance du cytochrome P450, et un important effet de premier passage fait que la kétamine, sa molécule est déméthylée. Vous vous rappelez qu'on avait un radical méthyle branché sur l'atome d'azote. Et ce composé déméthylé s'appelle la noreskétamine. Alors c'est très intéressant parce que cette noreskétamine est un composé actif qui retient 20 à 30% des capacités notamment analgésiques de l'eskétamine, la molécule mère. C'est important parce que lorsqu'on peut donner la kétamine et l'eskétamine par voie orale,
La biodisponibilité absolue, si vous voulez, est extrêmement faible, elle est de l'ordre de 15%, mais en réalité, le produit parvient dans la circulation sous forme de noreskétamine ou de norkétamine et va pouvoir exercer un effet analgésique malgré le métabolisme initial. La pharmacodynamie est assez spéciale parce que la kétamine a été surnommée le cauchemar du pharmacologue. Alors tout le monde sait que l'effet principal, ou disons le plus spécifique de la kétamine, c'est l'inhibition non compétitive du récepteur N-méthyl-D-aspartate, qui est un des récepteurs, un récepteur canal du glutamate. Nous y reviendrons dans les minutes qui viennent. On sait que un deuxième effet pharmacodynamique, c'est l'inhibition de canaux qui sont appelés hyperpolarisation activated cyclic nucléotide, excusez-moi pour cette prononciation un peu laborieuse, qui sont à l'origine d'un courant dit IH et sont des espèces de pacemakers dans le système nerveux central. Un autre effet dont on va voir qu'il est extrêmement important de le connaître, c'est que la kétamine et ses isomères bloquent certains récepteurs à l'acétylcholine au niveau du système nerveux central. J'y reviendrai en détail plus tard. Elle a également des effets anticalciques qui expliquent pour partie la dilatation des bronches. On sait que la kétamine est un excellent bronchodilatateur, donc indiqué notamment dans les états de mal asthmatique, lorsqu'on veut faire une induction en séquence rapide. C'est également un vasodilatateur, bien que son effet indirect soit une vasoconstriction par l'intermédiaire d'une libération de catécholamine. Au niveau de ses effets analgésiques, non seulement elle intervient par l'inhibition des canaux NMDA, mais elle active les systèmes monoaminergiques descendants, qui sont des systèmes intramédulaires, qui vont du tronc cérébral vers la moelle plus basse, et dont les neuromédiateurs sont la sérotonine et la noradrénaline. Elle a enfin un effet anesthésique local en inhibant les canaux soniques qui peut participer à un certain nombre de ces effets analgésiques, par exemple la diminution de la douleur à l'injection de propofol. Mais elle a également d'autres effets extrêmement intéressants. Par exemple, un effet anti-pro-inflammatoire qui intervient dans la douleur chronique, dans la douleur post-opératoire, mais également dans les phénomènes de neuroinflammation qui sont déclenchés par les agressions chirurgicales et qui expliquent un certain nombre d'effets cognitifs post-opératoires. Nous y reviendrons lorsqu'on parlera des effets cliniques. Elle bloque en particulier NF-κB, qui est une protéine centrale dans le déclenchement des différents phénomènes pro-inflammatoires. Depuis les années 2000, on sait qu'elle a d'importants effets antidépresseurs qui sont tout à fait originaux, car si vous considérez les antidépresseurs classiques, par exemple les inhibiteurs tricycliques ou les inhibiteurs du captage de la sérotonine, ce sont des molécules efficaces, mais pas toujours d'une part, et surtout qui mettent 2 à 3 semaines à agir. Or, la kétamine a un effet antidépresseur qui se développe en moins d'une heure, parfois quelques heures au plus. Elle est donc indiquée dans les tendances suicidaires lorsque le patient est véritablement menacé. Et elle a reçu une AMM en 2019, notamment aux États-Unis, sous le nom de Spravato, qui est un spray nasal d'eskétamine, dont l'indication, c'est la dépression résistante ou les crises suicidaires.
Si cette liste se terminait là, ce serait finalement assez facile, mais en fait, la kétamine intervient avec le système dopaminergique, avec les transporteurs de la sérotonine, avec certains récepteurs morphiniques, en particulier le récepteur sigma, et puis des voies intracellulaires, intraneuronales, comme mTOR, ou la voie BDNF-TRKB, qui interviennent notamment dans son effet antidépresseur. Donc une molécule complexe, dont les effets sont loin d'avoir été tous explorés. Nous, on va se concentrer sur la corne postérieure de la moelle, vous voyez, ce qui se passe entre la fibre afférente primaire qui apporte l'information douloureuse depuis la périphérie, les organes ou la peau, et qui va le transmettre aux neurones spinothalamiques dans cette corne postérieure de la moelle. J'insiste toujours pour dire, on nous a vendu pendant des années que la kétamine était un analgésique de surface. Non, c'est un analgésique qu'on utilise dans des blessures de surface, en particulier les brûlures, mais l'analgésie reconnaît une physiopathologie extrêmement profonde puisqu'on est en plein cœur du système nerveux central. Alors cette ellipse symbolise le neurone nociceptif de la corne dorsale et on a au-dessous la fibre afférente primaire qui va relâcher dans la fente synaptique à la fois des neurokines, on connaît bien sûr la substance P, le CGRP, mais surtout du glutamate. Il faut savoir que le glutamate représente 2/3 des synapses excitatrices du système nerveux central. Le glutamate, c'est un acide aminé excitateur comme l'aspartate. Alors dans les conditions habituelles, il est libéré donc par la fibre afférente primaire dans la fente synaptique. Le problème, c'est que ce fameux récepteur N-méthyldéaspartate au glutamate, dans les conditions normales, lorsque la membrane neuronale est normalement polarisée, il est bloqué, il est bouché par un ion magnésium qui occupe le canal. Ce qui fait que le glutamate ne peut pas ouvrir ce récepteur. Par contre, on a un autre récepteur qui intervient dans la transmission normale, courte, brève, de la douleur. C'est le récepteur alpha-amino 3-hydroxy-5-méthyl-4-isoxazole propionique. C'est le fameux récepteur AMPA. Donc nos neurokines et notre glutamate vont intervenir et libérer, faire entrer plutôt à l'intérieur du neurone, quoi? Du sodium. Alors, le sodium, lorsqu'il rentre dans une cellule, il provoque une dépolarisation, et cette dépolarisation, c'est le signal douloureux qui va être transmis au thalamus, puis secondairement, on aura un troisième neurone thalamo-cortical. Maintenant, on va s'intéresser au cas où notre récepteur AMPA et nos récepteurs neurokines ont violemment dépolarisé le neurone. Dans quelles circonstances? C'est lorsque on a par exemple une chirurgie extrêmement agressive, donc on a sans arrêt une stimulation du récepteur AMPA et des neurokines, ou alors une douleur chronique qui dure. Dans ces conditions, on a beaucoup de sodium qui est rentré dans le neurone et on a une membrane qui est dépolarisée. Dans ces conditions, l'atome de magnésium qui bouchait le récepteur NMDA est expulsé par les forces électriques qui sont modifiées. Ce qui permet au glutamate d'aller stimuler et ouvrir le récepteur canal NMDA, et dans ces conditions, ce récepteur particulier fait rentrer non pas du sodium, mais essentiellement du calcium. Et là, c'est une toute autre affaire, parce que le calcium est à l'origine d'une foule de mécanismes, en particulier la synthèse de monoxyde d'azote, dont vous savez que c'est un gaz extrêmement diffusible et qui va exporter l'information douloureuse à tous les neurones environnants, donc exciter le système nerveux. Ce calcium également activer certaines protéines elles-mêmes activatrices, par exemple la protéine kinase C, qui vont être à l'origine d'une stimulation de toute une machinerie
intraneuronal qui va entraîner une sensibilisation du neurone. Ce calcium, il va même modifier le phénotype du neurone puisqu'il va pouvoir accéder à certains gènes et sont ce qu'on appelle les gènes précoces et donc modifier, vous voyez, la mémoire de ce neurone. C'est ce qu'on appelle un engrammage. Et cet engrammage, cette mémorisation en particulier de la douleur, elle est à l'origine de phénomènes électriques, en particulier ce qu'on appelle le wind-up et la potentialisation à long terme. Le wind-up, c'est le fait que des stimulations répétées d'un neurone entraînent une réponse exacerbée. Et la potentialisation à long terme, ce sont des chaînes de neurones qui vont créer une mémorisation. C'est à la base d'ailleurs de la mémorisation, pas seulement de la douleur, mais là, ce qui nous intéresse, c'est la potentialisation de la douleur qui va au niveau clinique se matérialiser par ce qu'on appelle l'hyperalgésie, c'est-à-dire la transformation d'un phénomène faiblement douloureux en phénomène beaucoup plus douloureux, ou si vous préférez, c'est la diminution du seuil de la douleur des neurones. Alors, la kétamine, vous voyez ici un canal NMDA qui a été symbolisé en 3D au milieu de sa membrane, là il flotte. Il a des parties extraneuronales, extramembranaires qui sont c'est ce qu'on appelle l'agoniste binding domain, qui sont les phénomènes, les molécules de fixation du glutamate d'une part, mais également de la glycine. C'est un récepteur qui est activé par plusieurs acides aminés. Et alors, ce qui nous intéresse là, c'est que la kétamine, ce n'est pas un antagoniste, c'est un antagoniste plutôt non compétitif. Pourquoi? Parce que vous voyez, elle ne se fixe pas au niveau du site de fixation du glutamate, mais elle vient prendre à l'intérieur du canal la place, peu ou prou, du magnésium. En fait, elle ne se fixe pas tout à fait au même endroit, elle se fixe sur un site qu'on appelle le site PCP, de la phencyclidine, vous vous en souvenez. Alors ce phénomène est intéressant parce qu'il explique ce qu'on appelle la use dependence. Pour que la kétamine soit efficace, il faut que le canal soit ouvert pour qu'elle pénètre à l'intérieur du canal. Donc elle va être d'autant plus efficace que la douleur est importante. Donc chirurgie extrêmement douloureuse, la kétamine va être très efficace, ou douleur chronique. Inversement, si vous avez une analgésie péridurale qui fonctionne à 100%, vous n'aurez pas tellement de canaux NMDA qui vont être ouverts. Et dans ce cas-là, ajouter de la kétamine ou de l'eskétamine n'a pas tellement d'intérêt. C'est ce qu'on observe d'ailleurs dans les études. Alors, que veut dire S? S de S-kétamine. Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a au cœur de cette molécule un atome de carbone asymétrique qui explique qu'avec la même formule, en fait, on a deux possibilités de corps chimiques qui se ressemblent comme les deux mains du même individu, c'est-à-dire c'est la même chose, sauf que c'est la même chose par rapport à un miroir. C'est exactement opposé. Et on a la S-kétamine qui est dextrogire, c'est-à-dire qu'une solution de cette molécule dévie la lumière polarisée à droite. Inversement, la R-kétamine, bien sûr, elle est lévogère. Oui, mais alors pourquoi S, puisqu'elle est dextrogire? En fait, c'est parce que le système de classification n'est pas du tout le même. Quand on parle de dextrogire, lévogire, on le symbolise par un plus ou un moins. Alors que le S et le R, ce sont des descriptions pharmacologiques des molécules qui se basent sur leur déploiement dans l'espace par rapport à une position fixe. Et dans le cas de l'eskétamine, les radicaux les plus lourds, en particulier, vous voyez le radical orthochlorophényle, vont s'enrouler lorsqu'on les compte, du plus lourd vers le moins lourd, ils s'enroulent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est ce qu'on appelle une structure tridimensionnelle sénestre, raison pour laquelle elle s'appelle eskétamine, mais elle est bien dextrogire.
alors qu'on a observé dans la littérature des erreurs parfois où, sous prétexte qu'elle s'appelait eskétamine, on la qualifiait de lévogir. Bien, c'est une erreur. Elle est dextrogir et l'erkétamine, c'est exactement l'inverse, bien sûr. Alors, vous voyez, l'eskétamine, on l'appelle comme ça, et l'erkétamine, on l'appelle arkétamine. C'est son petit nom. L'AMM, en France, elle a été obtenue grâce au laboratoire International Drug Development, dont je vous ai parlé au début de cette conférence, et elle a été obtenue en France, l'AMM en 2020, et la commission de la transparence a précisé les indications utiles de l'eskétamine, vous voyez, et par rapport à la kétamine racémique, certes, elle est utilisée pour l'induction et le maintien de l'anesthésie générale. Bon, ça, c'est pas nouveau, puisqu'on s'en servait comme ça depuis les années 70 en Europe. Mais surtout, apparaît une nouvelle indication, c'est l'analgésie. Alors, en particulier en médecine d'urgence, mais c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Et puis, ce que la commission de la transparence appelle le contrôle de la douleur liée à la respiration artificielle, l'intubation, en fait, les réanimateurs vont parler de sédation. Alors, en quoi l'eskétamine est-elle véritablement différente, notamment du deuxième isomère, l'arkétamine? Vous voyez que dans l'espace, on a une structure donc tridimensionnelle, très spécifique, et vous savez que les relations entre une molécule et son récepteur, ou le récepteur qu'elle bloque, sont de type clé-serrure. Alors vous imaginez que si vous allez chez le fabricant de clés qui vous refait une clé de serrure, mais qui sait, donc vous voyez, si vous refabrique exactement la même clé, eh bien, ça va marcher. C'est ce que représente en fait l'eskétamine. C'est la clé du récepteur NMDA. L'arkétamine, elle a un profil complètement inversé. En 3 dimensions, elle est complètement à l'envers. Donc elle n'a pas accès, c'est une mauvaise clé qui a été fabriquée à l'envers. Donc elle n'a pas accès au récepteur NMDA. Donc on a vu que la kétamine en général avait des actions qui étaient pas seulement sur le récepteur NMDA, mais les actions les plus spécifiques dépendent de l'eskétamine et pas du tout de l'arkétamine à l'intérieur du mélange. C'est ce qu'on va voir sur les effets notamment hypnotiques et analgésiques. Donc dès 1985, vous voyez, c'est Paul White et son équipe qui avaient administré à des êtres humains les deux isomères. Alors, ils disposaient d'eskétamine et d'arkétamine. Et ils leur ont fait des électroencéphalogrammes. Et qu'est-ce que vous observez sur cette diapositive? Eh bien, l'électroencéphalogramme s'aplatit avec l'eskétamine, c'est-à-dire que le malade s'endort, et pas du tout avec l'erkétamine. On n'arrive pas à les endormir complètement. Donc un premier effet extrêmement important, les effets hypnotiques de la kétamine dépendent essentiellement de l'isomère S-dextrose. Sur la douleur, études de Cécilie Mathiesen en 1995 sont des douleurs importantes puisqu'elles dépendent du nerf trijumeau, douleur orofaciale extrêmement pénible, et on va leur administrer de l'eskétamine, de l'arkétamine et du mélange racémique. Et vous voyez que si on le titre, ce produit chez les malades, que ce soit par intraveineuse ou intramusculaire, eh bien on va réussir à calmer complètement la douleur. On a vu que effectivement l'arkétamine a un certain effet analgésique, par exemple en stimulant les systèmes descendants à l'intérieur de la moelle épinière. Mais vous voyez que d'une part, cette analgésie, elle a une durée relativement brève. Vous voyez qu'elle dure une trentaine de minutes si on considère que un score de 40%, au-dessus de 40%, c'est quand même trop important. Et ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est que Mathiesen a
pour chaque produit, mesurer les concentrations plasmatiques. Avec l'arkétamine, on est à 650 nanogrammes pour avoir l'effet maximum. Alors qu'avec l'eskétamine, vous voyez, il en faut 4 fois moins. Donc, l'eskétamine est 4 fois plus puissante au niveau analgésique que l'arkétamine. Il faut en administrer 4 fois plus. Alors, le racémique, comme on peut s'en douter, puisque c'est un mélange des deux, eh bien, il est intermédiaire. Vous voyez, il faut 2 fois plus de racémique que d'eskétamine pour avoir un effet dit iso-analgésique. Au passage, vous observerez qu'il y a une corrélation parfaite avec la puissance analgésique à gauche et la concentration plasmatique à droite, c'est-à-dire au cours du temps. Et vous avez un pic d'analgésie qui correspond évidemment au pic de concentration. C'est très important, il faut bien comprendre que les effets de l'eskétamine, comme de la kétamine racémique, vont dépendre de la concentration qu'on va administrer au malade. Ça paraît évident, mais ça a été oublié dans certains travaux. Alors, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de la position de la SFAR il y a quelques années, qui était assez opposée à l'arrivée de l'eskétamine en France. Elle ne voyait pas l'intérêt de cette molécule, que soi-disant on ne connaissait pas bien et qui soi-disant venait de la psychiatrie. En fait, c'est complètement faux. L'eskétamine, elle est arrivée en Allemagne en 1997, c'est-à-dire qu'il y a quasiment 30 ans que les Allemands, puis ensuite les Autrichiens, les Néerlandais, les pays du nord de l'Europe. Donc ça fait des années que des centaines de milliers de patients ont reçu de l'eskétamine. Bon, et cet article, je vous le cite parce que en 1997, il était admis qu'on pouvait donner la moitié de la dose du racémique et obtenir le même effet pharmacologique avec l'eskétamine. Alors, cette relation concentration-effet dont je vous ai parlé, je voudrais la développer un petit peu. Vous voyez là, on a toujours dans mon logiciel qui est APK, en abscisse, on a nos minutes, nos heures. Vous voyez, j'ai représenté 3 heures. Et en ordonnée, la concentration toujours en nanogrammes par millilitre. Vous voyez, quand vous donnez un bolus de 0,25 mg par kilo, un quart de milligramme par kilo, c'est ce qui est proposé comme, on va dire, dose subanesthésique, c'est-à-dire essentiellement analgésique. Alors vous voyez que pendant un temps extrêmement bref, on va avoir des petits effets psychédéliques, vous voyez, lorsqu'on passe entre 350 et 150 nanogrammes. Et puis vous voyez qu'au bout de 5 minutes, on en sort et on est purement dans l'analgésie. Et qu'est-ce que vous observez? Cette injection va avoir un effet à peu près pendant 30-35 minutes, des effets analgésiques. Donc si vous voulez des effets purement analgésiques, il va falloir soit réinjecter, soit, c'est beaucoup mieux, mettre une petite perfusion. Alors, les effets pharmacologiques ne sont pas complètement terminés. On va voir exactement que l'eskétamine n'a pas seulement des effets analgésiques, elle potentialise les effets des morphiniques. Et notamment, on a vu tout à l'heure qu'elle antagonise les effets de l'hyperalgésie. Ce sont des effets dits hyperalgésiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement d'effet analgésique en soi, mais il y a une diminution de l'hyperalgésie. Et vous voyez que cette diminution de l'hyperalgésie, par contre, elle est extrêmement prolongée. Toutefois, j'attire votre attention, cette étude est intéressante parce que elle parle du racémique, mais vous voyez qu'on a dosé dans le sang l'isomère S. C'est intéressant parce que les patients ont reçu exactement la même dose, 0,15, 0,30 ou 0,45 mg par kilo. Et puis, on a dosé les concentrations plasmatiques. Et pour exactement les mêmes doses par kilo, vous observez que le patient 1, il a développé 400 nanogrammes par millilitre de concentration plasmatique, alors que le patient 6, c'était les deux extrêmes, il n'arrivait même pas à 100 nanogrammes par millilitre.
C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait qu'il faut titrer l'eskétamine quand le patient est réveillé. Il faut titrer sur les effets analgésiques. C'est exactement comme avec les morphiniques dont on sait que les effets peuvent varier de 1 à 10 selon les patients. Ben, c'est la même chose avec la kétamine. On administre une dose par kilo, mais on ne sait pas exactement quelle concentration plasmatique on va obtenir. Les effets neurocognitifs sont extrêmement différents entre les deux isomères. Alors, c'est ce qu'observait Paul White dès 1980. Alors, toujours la même chose, vous voyez, il avait de l'eskétamine qu'il appelait plus kétamine, c'est-à-dire dextrogir, de l'arkétamine, moins kétamine. Et à l'époque, il avait estimé, lui, sur ses premières pilot studies, que l'eskétamine était 3 fois plus puissante que l'arkétamine, raison pour laquelle il donnait 1 mg kg de l'une et 3 mg kg de l'autre. Et puis, il avait également utilisé la dose intermédiaire de la kétamine racémique. Et de quoi il s'apercevait en salle de réveil qu'il y avait beaucoup moins de douleur et surtout moins de problèmes d'émergence et d'agitation chez les patients qui avaient reçu la kétamine dextrogir, l'eskétamine. Cette étude plus récente des équipes allemandes s'intéressait à la diminution des capacités cognitives 20 minutes et 60 minutes après une anesthésie chez des patients à qui on avait donné également du racémique en orange et vous voyez de l'S et de l'erkétamine. Qu'est-ce qu'on observait? On observait que la diminution cognitive affectait essentiellement le mélange racémique, plus que les deux isomères. Étonnant. Dans cette étude, c'est un autre paramètre qui a été utilisé. Ce sont des enfants petits, parce que vous voyez, il y a même des nouveau-nés, à qui on propose un cathétérisme cardiaque. Et vous imaginez que l'enfant, il ne faut pas qu'il bouge. D'abord, quand on va lui poser le cathéter, et deuxièmement, quand on va faire les images. Alors, on leur a titré de la kétamine racémique et de l'eskétamine. Vous voyez, grosso modo, ils ont eu, si on regarde des box plots, 2 fois plus de kétamine racémique pour avoir les mêmes effets hypnotiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on observe un réveil plus rapide avec l'eskétamine qu'avec le mélange racémique et en gros, une vitesse de réveil qui est 25% plus rapide. Comment interpréter ces différentes observations? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait des effets anticholinergiques centraux. Et j'avais mis entre parenthèses SAC. C'est pas qu'on veut être pris la main dans le sac. SAC, ça veut dire syndrome anticholinergique central. De quoi s'agit-il? En 1966, Longo publie une étude sur l'intoxication à l'atropine et à la scopolamine et décrit ce qu'on appelle un syndrome anticholinergique central. En gros, le fait de bloquer les récepteurs cholinergiques centraux, on sait que l'atropine et la scopolamine passent la barrière hémato-encéphalique, peut entraîner ce syndrome qui peut aller jusqu'au coma. Or, on observe qu'on peut antagoniser ce syndrome et véritablement réveiller les patients en leur injectant de la physostigmine qui est commercialisée sous le nom d'Ezerine. C'est une molécule qui n'est pas tellement connue et c'est bien fâcheux parce que le syndrome anticholinergique central n'est pas seulement dû à l'atropine et à la scopolamine, mais on l'observe, et ça a été publié de nombreuses fois, on l'observe également avec les morphiniques, les benzodiazépines, éventuellement d'autres anesthésiques. Mais surtout, on s'aperçoit en 1980 dans cette publication de Toro Matos qu'on peut augmenter la vitesse de réveil des patients endormis à la kétamine avec la physostigmine. En d'autres termes, la kétamine entraîne un certain syndrome anticholinergique central. Bon, ça ne va pas forcément jusqu'au coma, quoique, mais en tout cas, c'est ce qui explique que les malades sont dans le gaz au réveil. Vous savez, on peut en leur tapotant sur l'épaule, leur faire ouvrir les yeux, mais avec le racémique, ceux qui ont eu une perfusion de kétamine en péropératoire souvent sont assez endormis.
Alors, pourquoi on a un petit oiseau qui dit que ce syndrome anticholinergique central va disparaître? Eh bien, c'est parce que on a utilisé des ovocytes d'une sympathique petite grenouille qu'on appelle le xénope et dans laquelle on peut exprimer dans ces ovocytes des récepteurs muscariniques centraux, c'est-à-dire des récepteurs sensibles à l'acétylcholine. Et on s'aperçoit qu'effectivement, la kétamine racémique les bloque fortement parce que vous voyez qu'il faut beaucoup moins de racémique pour bloquer le récepteur muscarinique central que d'arkétamine et surtout que d'eskétamine. Donc l'eskétamine bloque beaucoup moins ce récepteur central que le mélange racémique. Ce qui explique qu'on a moins de syndrome anticholinergique central avec cette eskétamine. Ce qu'on expliquait ma collègue Sabine Imalzer et moi-même dans cet article d'Anesthésia et Analgésia publié en 2024, vous voyez qu'on considère en rouge les effets sur le canal NMDA et en bleu les effets muscariniques ou nicotiniques, c'est-à-dire les effets sur l'acétylcholine centrale, sur le récepteur à l'acétylcholine centrale. Et vous voyez que l'eskétamine a un effet majeur sur le récepteur NMDA et que l'arkétamine a 4 fois moins d'effet sur le récepteur NMDA. C'est ce qu'on a vu. L'eskétamine est 4 fois plus puissante. Mais vous voyez que les effets muscariniques sont à peu près les mêmes. Quand vous considérez le mélange, eh bien on a vu que le mélange des deux, il est 2 fois plus puissant que l'arkétamine. Il est intermédiaire, disons, entre l'arkétamine et l'eskétamine. Mais surtout, il a beaucoup plus d'effets centraux, 2 fois plus que les isomères pris isolément. Et comme vous voulez avoir le même effet sur le canal NMDA, avoir des effets, on va dire, iso-analgésiques, eh bien vous êtes obligé d'en mettre 2 fois plus que l'eskétamine, ce qui explique que vous avez au final 4 fois plus d'effet sur le récepteur cholinergique. Et ça, c'est très important parce que dans le système nerveux central, je vous ai dit que le glutamate était responsable de 2/3 des synapses excitatrices, mais l'acétylcholine est responsable de l'autre tiers. Donc l'acétylcholine et les récepteurs centraux à l'acétylcholine sont une cible absolument indispensable pour l'éveil du patient. Donc le fait de les bloquer 4 fois moins avec l'eskétamine explique qu'on a un réveil de meilleure qualité. C'est pas tout. On a également des différences pharmacocinétiques et en particulier cette étude publiée récemment dans le BJA par l'équipe de Camp, une équipe néerlandaise, montre que peu ou prou la clairance d'élimination de l'R-kétamine peut être réduite jusqu'à 50% par rapport à l'eskétamine. Donc ça explique qu'avec l'eskétamine, ce qu'on observait tout à l'heure avec les nouveau-nés, à qui on faisait des cathéters cardiaques, eh bien qu'ils se réveillent beaucoup plus. Les effets cardiovasculaires également sont différents les deux isomères. Alors pas tellement au niveau de la pression artérielle, vous voyez l'isomère R et le mélange racémique ont à peu près les mêmes effets sur la fréquence cardiaque et la pression artérielle. C'est ce qu'on observe à gauche, d'accord? Vous voyez que c'est très rapide. Il faut 5 minutes pour avoir une augmentation de la pression artérielle. C'est ce qu'on met à profit lorsqu'on a un malade hypotendu. Mais vous voyez que c'est un effet indirect qui dépend, on le sait, de la libération d'une part des catécholamines par les terminaisons nerveuses, mais également une inhibition du recaptage de ces mêmes catécholamines. Bon, c'est à peu près la même chose pour les deux isomères. Par contre, là on rentre dans les boîtes de Pétri, si vous voulez, et on s'intéresse à des fibres myocardiques humaines.
Et dans ces fibres myocardiques humaines, on va les faire baigner avec de l'esquétamine, d'une part à des concentrations, vous voyez, 73 micromoles, ça correspond en gros à 17 000 nanogrammes par litre. C'est des concentrations, plus ou moins anesthésiques, si vous voulez. Et lorsqu'on les fait baigner dans ces concentrations anesthésiques, eh bien, on observe un effet inotrope positif avec l'esquétamine et pas du tout avec l'erkétamine. Par contre, effectivement, à des doses beaucoup plus importantes, beaucoup plus élevées, à ce moment-là, on peut avoir un effet inotrope négatif avec les deux isomères. Alors si on regarde, vous voyez, dans le cœur isolé de rat septique, donc qui a une cardiopathie du sepsis, eh bien, on s'aperçoit que le midazolam en jaune, l'étominate en bleu et l'esquétamine en rouge, vous voyez, n'ont pas d'effet inotrope négatif sur ce cœur septique. En revanche, vous voyez que ici en vert, le propofol et moindrement un peu le barbiturique ont des effets inotropes négatifs, ben, c'est connu, évidemment. Un autre effet extrêmement intéressant différencie les deux isomères. C'est ce qu'on appelle le préconditionnement ischémique. On sait que les coronariens subissent de petites périodes d'ischémie qui les protègent de périodes d'ischémie plus importantes ultérieures. C'est ce qui a été reproduit dans cette étude sur des cœurs de rat. Alors, on a un cœur de rat duquel on va clamper pendant 30 minutes la circulation coronaire. Et qu'est-ce qu'on observe? Ben, on observe une importante, vous voyez ici, c'est le parallépipède blanc, on observe une libération importante de créatine phosphokinase, c'est-à-dire en fait une nécrose myocardique. Bon. Maintenant, ce même cœur de rat, on va lui faire subir préalablement à la période de no-flow, on va lui faire subir 2 petites périodes de 5 minutes d'ischémie. Et on le clampe pendant 30 minutes, et qu'est-ce qu'on observe? Ben, beaucoup moins de libération, vous voyez, beaucoup moins, pratiquement un quart en moins, de libération de créatine phosphokinase, c'est-à-dire qu'on a préconditionné ce cœur et il est protégé, dans une certaine mesure, de l'ischémie myocardique. Maintenant, on fait baigner ces cœurs de rat qu'on a préconditionnés avec de l'esquétamine et on observe que le préconditionnement est conservé. La libération de CPK au moment où on clampe pendant 30 minutes est véritablement réduite, hein, vous voyez quasiment d'ailleurs pratiquement de moitié. En revanche, lorsqu'on fait le même dispositif mais qu'on fait baigner nos cœurs de rat malgré le préconditionnement dans de l'erkétamine, vous voyez, on a une inhibition du préconditionnement ischémique. On a une libération de créatine phosphokinase qui n'est pas différente du contrôle. Donc l'esquétamine préserve le préconditionnement ischémique, pas l'erkétamine. Et on peut imaginer qu'effectivement le mélange des deux sera intermédiaire. Ces effets très différents qu'on observe, vous voyez, sur la cellule myocardique, eh bien, on les observe également au niveau du neurone de la cellule cérébrale. Alors d'une part, il faut rappeler, c'est ce qui était énoncé dans cette étude allemande, dans cet article allemand, hein, c'est que la kétamine est sécure et elle convient tout à fait en cas de traumatisme crânien, en tout cas chez ce qu'on appelle le cérébro-lésé. Et pour mémoire, je vous rappelle que Sabine Himmelseer avait publié dès 2005, c'est-à-dire il y a 20 ans, dans Anesthesia Analgesia, cet excellent article que je vous recommande, où il est question de réviser un dogme.
la kétamine pour le patient cérébro-lésé. C'est malheureux, mais encore à l'heure actuelle, on voit dans certains articles le fait que la kétamine pourrait être contre-indiquée chez le patient qui a une augmentation de la pression intracrânienne. Ben, c'est une légende urbaine, si vous voulez, qui n'a plus lieu d'être et qui a été démolie il y a déjà une vingtaine d'années. Donc, alors, ce neurone, on va l'étudier. Vous voyez, c'est des neurones de l'hippocampe, des neurones de rat. L'hippocampe, c'est une zone extrêmement intéressante parce que elle est le lieu d'une certaine neurogénèse et c'est un endroit extrêmement important pour notamment la mémorisation. Toujours est-il que ces neurones de rat sont cultivés, vous voyez, en boîte, et en vert, vous avez des neurones, on va dire, contrôle, c'est-à-dire on leur fait rien du tout, si ce n'est les alimenter. Et vous voyez que au bout d'une semaine, on a 7 jours en abscisse, vous voyez qu'au bout d'une semaine, quasiment presque 100% de nos neurones sont vivants. Donc le modèle est viable. Maintenant, ces neurones, on va les intoxiquer avec des concentrations extrêmement excessive de glutamate, c'est ce qu'on appelle l'excitotoxicité. Vous avez en rouge, et vous voyez qu'au bout d'une semaine, 80% ou 70% des neurones ont été détruits. Ils n'ont pas survécu. Maintenant, on va faire la même chose, on va intoxiquer ces neurones avec du glutamate, mais c'est la courbe bleu ciel. On va les faire baigner, on va mettre à l'intérieur du liquide nutritif, on va mettre de l'eskétamine. Et qu'est-ce qu'on observe au bout de 7 jours? Eh bien, on a 80% des neurones qui sont encore vivants. Il y a seulement 20% des neurones qui ont subi l'excitotoxicité. Donc, l'eskétamine a eu un effet neuroprotecteur. Inversement, c'est la courbe jaune clair, vous voyez, on fait la même chose, excitotoxicité, on met de l'arkétamine, et vous voyez qu'il n'y a pas de différence de survie entre les neurones baignés dans l'arkétamine et ceux qui ont été intoxiqués simplement par le glutamate. Donc l'arkétamine n'a absolument pas eu d'effet neuroprotecteur. Et on pouvait s'y attendre, c'est la courbe en orange, eh bien, le mélange des deux, c'est-à-dire eskétamine et arkétamine, a un effet neuroprotecteur qui est intermédiaire entre l'effet nul de l'arkétamine et l'effet maximum de l'eskétamine. Donc vous voyez que là encore, on a une grosse différence véritablement importante entre les deux isomères, et vous voyez que cette étude, elle date quand même de 1996, hein. Donc ça date pas d'hier. Voilà, je vous remets ici les différentes courbes. Maintenant, on va comparer l'eskétamine avec l'halogénée, avec un halogénée. Ce sont des patients, c'est une étude un petit peu particulière, mais qui a passé un comité d'éthique et publié quand même dans le Canadian Journal of Anesthesia. Et vous voyez que ces patients, ils vont bénéficier d'une chirurgie abdominale, mais on les a équipés d'une manière un petit peu inhabituelle parce qu'on leur a mis un pantalon anti-choc et on leur mesure le débit cérébral de manière non invasive avec un Doppler transcrânien. Maintenant, dans une période où le chirurgien n'intervient pas, vous voyez, on va dégonfler le pantalon anti-choc et évidemment, on a une baisse de pression artérielle. Alors attention, hein, vous voyez que l'échelle de temps est sur 30 secondes. Hein, on ne va pas plonger les patients dans un collapsus durable. Mais vous voyez qu'on a une baisse de la pression artérielle et quasiment concomitante, on a une baisse du débit sanguin cérébral mesuré par Doppler transcrânien. En d'autres termes, si on traduit, ça veut dire que l'isoflurane a aboli l'autorégulation cérébrale. Inversement, on fait la même chose dans le groupe qui est endormi avec de la kétamine et du propofol. On observe une baisse de la pression artérielle, mais vous voyez qu'elle est moins durable. Rapidement,
on voit une récupération de la pression artérielle, mais surtout, on s'aperçoit que le débit sanguin cérébral va être diminué de manière extrêmement brève et en fait immédiatement récupéré par l'autorégulation cérébrale, qui est donc conservée par l'eskétamine. Donc, grosse différence entre l'halogénie et l'eskétamine. Cela nous amène à l'expérience clinique. Alors, successivement, nous verrons l'analgésie per- et post-opératoire, la sédation, c'est-à-dire des patients, en gros, qui sont sous anesthésie générale, mais en ventilation spontanée non intubée, la récupération post-opératoire et en particulier les troubles cognitifs, et nous parlerons de la prévention de la dépression post-opératoire. C'est un item qui avait été peu abordé avant l'apparition de l'eskétamine et qui se développe de plus en plus. Nous verrons pourquoi. Nous dirons 2 mots de douleur chronique avant d'attaquer la réanimation. Étude allemande, 2004, c'est encore Sabine Himmelseher, vous voyez, sont des patients chirurgicaux. On leur fait un bolus préincisionnel d'eskétamine, mais surtout, vous avez un groupe placebo qui va recevoir un bolus de sérum salé, un groupe bolus qui va recevoir uniquement de la eskétamine au moment de l'incision, vous voyez, et un groupe très intéressant dans lequel on va réadministrer toutes les 20 minutes un bolus de 0,2 mg par kilo d'eskétamine. On a vu tout à l'heure sur la simulation des concentrations plasmatiques que je vous avais montré avec Keta-PK, on a vu qu'un bolus d'eskétamine va entraîner une analgésie d'une vingtaine, d'une trentaine de minutes. Donc vous voyez que en salle de réveil, le groupe qui a reçu un seul bolus, finalement au niveau douleur, il n'est pas différent du groupe placebo. Donc c'est très important ça, parce que très souvent, je vois avec mes internes, paf, avant l'induction ou au moment de l'induction, ils injectent un petit bolus de 15 mg de kétamine. Alors je leur demande, mais pourquoi tu fais cette injection? Ah, ils me disent, c'est pour l'effet anti-hyperalgésique. Ah bon? Mais tu mesures l'hyperalgésie, alors là, déjà, ils savent pas. Et puis surtout, ils me disent, mais le malade va avoir moins mal en salle de réveil ou après. Ben non, vous voyez que si on a fait seulement un bolus, il n'aura pas moins mal en salle de réveil, à moins que ce soit une chirurgie extrêmement courte, qui fasse une vingtaine ou une trentaine de minutes. Donc il y a seulement dans le groupe qui a reçu des injections répétées qu'on va avoir une diminution de la douleur en salle de réveil. C'est la même chose, vous voyez, 24 heures après. Donc très important, l'effet dépend de la concentration plasmatique. Une autre étude, cette fois-ci, vous voyez que ce sont des cholécystectomies par vidéo-chirurgie. On sait que c'est moins douloureux que la laparotomie, mais enfin, le premier jour, ça fait mal quand même. Hein. Eh bien, vous voyez que les patients qui sont en bleu, qui ont reçu de l'eskétamine, ont beaucoup moins mal en salle de réveil 4 heures après et 12 heures après la sortie de salle de réveil. Et vous voyez à droite que au total, ils ont consommé, on va dire, 30% de moins de morphine. Une autre étude, pareil, où on leur a administré, encore une fois, une perfusion intra-opératoire de 2 microgrammes par kilo et par minute. Donc je vous ai fait le calcul, ça représente 0,12 mg par kilo et par heure. Peu ou prou, ça fait une dizaine de milligrammes heure, c'est pas grand-chose, vous voyez. Et surtout en post-opératoire, on a introduit dans leur PCA morphine de l'eskétamine et on a mis 0,5 mg par bolus. Alors ils reçoivent un petit bolus de morphine, 1 mg, et ils reçoivent en même temps que ce bolus de morphine, de l'eskétamine qui est dans le mélange. Mélange qui a été testé, on sait que ça reste stable plus de 24-48 heures, ça a été publié. Et vous voyez que là encore, on a une consommation de morphine, vous voyez, qui à tous les temps, elle est à peu près de 30% plus faible que dans le groupe placebo. Alors sur cette simulation Keta-PK, eh bien, je vous ai fait cette simulation d'une perfusion de 2 microgrammes par kilo et par minute. Vous voyez, on l'introduit ici
dans cette zone ici, vous avez en fait, c'est une feuille d'anesthésie hein, qui est simulée. Simplement, au lieu d'avoir une page blanche, on a une page dont les couleurs correspondent aux effets pharmacologiques. Et vous voyez, quand on administre 2 microgrammes par kilo et par minute, eh bien, on atteint très rapidement des concentrations analgésiques. Vous voyez, on sait que pour l'eskétamine, les concentrations analgésiques sont entre 50 et 150 nanogrammes par millilitre de plasma. On peut considérer que c'est une fourchette faible. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que d'une part, ces patients vont consommer, pareil, 1/3 de moins de morphine que le groupe placebo, mais surtout que leur douleur à 6 mois était moins importante, elle était mieux améliorée que dans le groupe placebo. Je vous ai fait là encore une simulation, et qu'est-ce que vous observez avec ce bolus et cette perfusion de 0,25 mg par kilo et par heure? Ben, vous observez que les concentrations péropératoires sont cette fois-ci dans le range, dans la fourchette psychédélique. Alors est-ce que c'est un problème? Pas du tout. Le malade dort soit avec de l'isoflurane, soit avec du propofol, mais il dort. Par contre, vous observez que quand on coupe la perfusion, on récupère une concentration purement analgésique, vous voyez, en très peu de temps, en une quinzaine de minutes, le patient n'est plus dans la fourchette psychédélique. Donc vous voyez l'intérêt également de ce logiciel Ketapeka. Lorsque vous lisez un article ou lorsque vous-même vous avez endormi un malade et que vous lui administrez de l'eskétamine, ben, grâce à cette simulation, vous pouvez savoir à peu près où vous en êtes. Maintenant, on va attaquer des études plus globales parce que ce sont des méta-analyses qui ont été publiées assez récemment. Vous voyez, en 2021, cette étude chinoise. Alors, pourquoi on va avoir beaucoup d'études chinoises? C'est que dans les années 2020, non seulement la France, mais également la Chine et le Canada ont obtenu l'AMM de l'eskétamine. Et vous voyez que cette méta-analyse, elle montre qu'il y a une amélioration statistiquement significative des scores de douleur, notamment au repos, entre autres, vous voyez, à 4, 12 et 24 heures. Mais vous voyez qu'à 48 heures, il n'y a plus de différence statistique. C'est pour ça que j'ai écrit, il n'y a pas de balle magique. Pour avoir un effet analgésique, je vous l'ai démontré dans plusieurs études, il faut continuer à administrer le produit. Donc, à partir du moment où on arrête d'administrer l'eskétamine ou la kétamine racémique en sortant de salle de réveil, bah, évidemment, on n'aura pas d'effet au-delà de 12 ou 24 heures. Hein. C'est évident. Donc, si on veut avoir un effet à 48 heures, il faut continuer de l'administrer. C'est comme avec toutes les molécules, c'est pareil, la morphine, si vous arrêtez la PCA morphine, bah, le malade aura mal, tout le monde en est convaincu. Et vous voyez que dans cette méta-analyse, la consommation de morphine était significativement réduite également. On pouvait s'y attendre. Alors maintenant, la sédation. Bon, il y a énormément d'études chinoises, mais je vous ai extraite cette méta-analyse parce qu'elle est récente. D'une part, vous voyez, on a 1200 patients, 6 études randomisées, et qu'est-ce qu'on observe? Un risque relatif, vous voyez, d'effets secondaires liés au propofol, puisque ce sont des patients qui ont des endoscopies gastro-intestinales, donc ils sont en ventilation spontanée. Vous voyez un risque relatif de 0,4, donc c'est quand même important. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, moins d'hypotension, bon, moins de bradycardie, bon, c'est pas très fréquent, mais on en observe quand même avec le propofol. Mais alors surtout, ce qui nous intéresse chez ces patients en ventilation spontanée, c'est qu'on a moins de dépression respiratoire. Quand vous administrez de l'eskétamine, vous administrez proportionnellement moins de propofol. En gros, la kétamine et le propofol ont des effets additifs. Donc quand vous donnez 10 mg de propofol, l'effet sur la sédation, c'est pareil que 5 mg d'eskétamine. Voilà, donc un peu plus d'eskétamine, moins de dépression respiratoire due au propofol. Maintenant, un effet particulier qui paraissait pas évident il y a encore quelques années.
Pourquoi? Parce qu'on a toujours pensé que la kétamine était responsable d'une dégradation cognitive. Alors c'était peut-être un peu vrai avec le racémique, mais absolument pas avec les... Alors une étude dans les boîtes de pétri, en fait c'est chez la souris, c'est pas une boîte de pétri, c'est une pauvre petite souris à qui on fait une laparotomie exploratrice et on mesure des protéines et on observe ce qu'on connaît bien chez l'être humain, c'est qu'une chirurgie, une laparotomie, une chirurgie digestive, provoque la libération de molécules qui traversent la barrière hémato-encéphalique et entraînent une neuroinflammation. Vous savez sûrement qu'on a été étonné, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, de ne pas voir de différence de troubles cognitifs dans des prothèses de hanche, que le malade soit endormi par anesthésie générale ou par anesthésie loco-régionale. Pour la simple raison que ce qui provoque les troubles cognitifs, ce n'est pas tellement les produits anesthésiques, c'est les protéines libérées dans la circulation par la chirurgie. Et c'est ce que matérialise cette étude. La souris, on l'opère et paf, elle va libérer dans la circulation des protéines dont je vous ai mis l'acronyme et la traduction, vous voyez, qui sont responsables de neuroinflammation. Et dans ce modèle, cette équipe montre que l'eskétamine diminue la neuroinflammation périopératoire, on peut imaginer donc en bloquant certains récepteurs de ces molécules. Eh bien, cette étude animale, cette étude expérimentale, elle se vérifie complètement dans une étude publiée dans Anesthesiology en 2021, qui est un modèle humain de délirium post-opératoire. Pourquoi? Ce sont des patients âgés à qui on va faire de la chirurgie de remplacement de prothèses prothétiques de hanche ou de genou. Donc, ce sont des personnes âgées qui sont extrêmement susceptibles d'avoir des atteintes cognitives et notamment d'être victimes de délirium post-opératoire. Et l'outcome numéro 1, vous voyez, le primary outcome, c'était le risque de délirium post-opératoire dans les 3 jours après la chirurgie. Les patients recevaient une perfusion péropératoire de kétamine, mais vous voyez, pas grand-chose parce qu'ils avaient 0,2 mg par kilo et par heure. Bon, on a vu ce qu'il en est, c'est une bonne dose, mais vous voyez qu'elle était administrée seulement pour 1 heure. Bon, ceci dit, une prothèse de hanche, si c'est pas une reprise, c'est quand même une chirurgie qui est relativement rapide. Et ce qu'on observe est absolument stupéfiant. Parce que regardez, on a dans le groupe placebo 20% des patients qui vont développer un délirium post-opératoire. Et inversement, dans le groupe eskétamine, on a seulement 8%, c'est-à-dire en gros quasiment 2,5 fois moins de patients qui vont avoir un délirium. Donc, vous voyez, ce qu'on observe chez la souris, on observe chez la personne âgée. Alors, tout ça a un prix. Effectivement, il y avait un peu plus d'hallucinations, de vertiges et de ce que les médecins ont appelé des cauchemars dans le groupe eskétamine. Je serais prudent lorsqu'on parle de cauchemars parce que dans mon expérience, moi qui ai utilisé la kétamine racémique pendant plus de 30 ans et pendant plusieurs années de l'eskétamine à l'hôpital Cochin, j'ai jamais vu de patients avoir des cauchemars. Ils ont des rêves, effectivement, mais ce qu'observait Paul White initialement, la qualité de ces effets psychédéliques est beaucoup plus agréable avec l'eskétamine qu'avec la kétamine racémique, probablement pour des raisons qui nous échappent encore. Autre méta-analyse qui s'intéresse au délirium post-opératoire, mais cette fois-ci, elle compare l'eskétamine avec le racémique. On a 18 études, 1500 patients, et on observe quoi? Que l'eskétamine est plus efficace que la kétamine racémique pour prévenir le délirium post-opératoire. Ça ne nous étonne pas, hein, puisque l'eskétamine est beaucoup plus puissante que le racémique au niveau du récepteur N-méthyl-D-aspartate. Vous voyez des risques relatifs dans la chirurgie cardiaque. La chirurgie cardiaque, notamment sous CEC, est un modèle
de troubles cognitifs post-opératoires, vous voyez, risque relatif 0,46 et chez les personnes âgées 0,7. Ce qu'on vient de voir avec l'étude d'anesthésiologie, c'est on observait encore, ce qui peut paraître étonnant ou pas, parce que les atteintes, après tout, on a vu ce que c'était que l'engrammage par les canaux NMDA, et que l'eskétamine, comme la kétamine racémique, mais mieux, permettait, si vous voulez, une reprogrammation de ces neurones. On observe quand même un effet jusqu'à 3 mois. Alors que vous voyez là, la sévérité de la douleur était améliorée uniquement le premier jour post-opératoire, ce que je vous ai fait remarquer tout à l'heure. Alors maintenant, un item qui est à l'honneur avec la récupération accélérée après chirurgie. La récupération, elle est étudiée par des scores qu'on appelle par exemple score 15 ou 40, vous voyez, qui explorent plusieurs dimensions de la santé du patient. Donc non seulement la douleur, mais le confort physique, l'indépendance physique, est-ce que le patient peut se lever, déambuler, son accompagnement psychologique et son état émotionnel. Et on observe, dans cette méta-analyse de 2024 publiée dans le BJA, que la kétamine et l'eskétamine augmentent, vous voyez, il y a quand même 1500 patients, et bien les scores de récupération pendant les premiers et deuxièmes jours post-opératoires, qui sont les jours où le patient va en général être le plus atteint. Voilà, bon, bien entendu, il vous dit aussi, c'est très intéressant, vous voyez, parce que l'étude vous dit également que l'anxiété post-opératoire a été diminuée, ainsi que la dépression, on va y revenir. Et bien entendu, la douleur, vous voyez, là, dans cette étude, c'était jusqu'au deuxième jour. Anxiété, dépression, c'est quelque chose qui est assez spécifique de l'eskétamine et qui est quelque chose de très intéressant. Je vais y revenir. Une autre méta-analyse, vous observez que c'est encore une méta-analyse chinoise. Ils ont beaucoup de patients et ils ont beaucoup travaillé sur la molécule, notamment ces 2-3 dernières années. 10 études randomisées, quasiment 1300 patients, et on a une meilleure qualité du sommeil, vous voyez, qui est perturbée par l'anesthésie en général, bon, pas seulement probablement par l'anesthésie, par l'anxiété, par la douleur, par les produits qui ont été administrés, par l'environnement, le fait que les patients ne soient pas chez eux. Et vous voyez que la qualité du sommeil chez les patients qui ont reçu de l'eskétamine intra-opératoire, jusqu'au 7e jour post-opératoire. Maintenant, quelque chose qui est un item auquel les anesthésistes commencent à s'intéresser, bon, ça fait déjà 25 ans, on sait que la kétamine est un antidépresseur, en plus d'être un anesthésique et d'être un analgésique. Alors, une méta-analyse, chinoise encore, sur la dépression post-opératoire. 8 études randomisées, 1700 patients, et vous voyez que la dépression, les scores de dépression post-opératoire ont été améliorés jusqu'à 1 semaine, 2 semaines, et même parfois un peu plus longtemps. Bon, le mécanisme est simple. Alors souvent, ça passe en partie par le récepteur NMDA, parce que le fait de bloquer le récepteur NMDA, alors que la kétamine et l'eskétamine libèrent du glutamate dans le cortex frontal en particulier, ça va entraîner une amélioration du fonctionnement glutamatergique dans ce qu'on appelle les cellules pyramidales, et c'est une partie de l'effet antidépresseur. Mais toute une autre partie de l'effet antidépresseur vient de mécanismes intraneuronaux avec des protéines spécifiques, des chemins moléculaires spécifiques qui ne dépendent pas du récepteur NMDA. Alors cet effet antidépresseur, mais il est important. Et une étude d'anesthésiologie récente, vous voyez, en 2025, insistait sur l'association entre la dépression préopératoire et la durée de séjour dans la chirurgie majeure.
Pourquoi on a de plus en plus de patients âgés victimes de plus en plus de pathologies débilitantes ou cancéreuses extrêmement, comment dire, anxiogènes et entraînant un taux de dépression important. Donc les effets antidépresseurs de l'eskétamine sont particulièrement bienvenus sur ce terrain. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais il faut savoir que l'eskétamine est également explorée dans la chirurgie, la médecine palliative, les soins palliatifs, les patients en fin de vie qui sont également victimes à la fois de douleurs et de dépression, d'involution et de dépression due à la fin de vie qui arrive. Alors, dans cette lettre que j'avais écrite à Anesthesia Analgesia en 2021, je m'étais intéressé, c'est toujours un rappel des effets qui dépendent des concentrations. Je m'étais intéressé à toutes les études qui avaient été publiées dans lesquelles on s'était intéressé à la douleur chirurgicale persistante, c'est-à-dire des douleurs chroniques induites par l'acte chirurgical. Et vous voyez que à cette époque, il y avait 8 études positives et 16 études négatives. Mais ce qui est plus important, c'est quand on simulait. À l'époque, j'utilisais un autre logiciel que vous trouvez également sur mon site, mais quand on simulait les concentrations plasmatiques de kétamine à l'époque, mais ce serait la même chose avec l'eskétamine, mais vous observez que dans les études où on a eu un effet préventif de la douleur chronique, les concentrations administrées pendant la chirurgie étaient des concentrations analgésiques, que j'ai représentées sur cette diapositive en vert. Et inversement, vous voyez que dans les études négatives, eh bien les concentrations médianes étaient beaucoup plus faibles que les concentrations analgésiques. Voilà, donc une fois encore, les effets qu'on veut obtenir dépendent des concentrations plasmatiques qu'on obtiendra, que vous pouvez simuler avec le logiciel. C'est son intérêt, c'est d'avoir une idée de ce qu'on fait. C'est la raison pour laquelle je vous propose ce protocole en analgésie dite préventive, si vous voulez, préventive de la douleur chronique. Il faut savoir que ce protocole s'inspire largement de l'article publié par Sabine Himmelzeher dans Anesthesiology dans les années 2000. Donc un bolus initial, vous voyez, qui va de 0,2 à 0,35 mg par kilo. Alors en ce qui me concerne, je l'administre 15 secondes avant le propofol. Pourquoi? Je vous ai parlé tout à l'heure des effets inhibiteurs des canaux sodiques, c'est-à-dire des effets anesthésiques locaux. Eh bien, la kétamine, et l'eskétamine en particulier, est encore plus efficace que la lidocaïne pour supprimer la douleur à l'injection du propofol. Alors 15 secondes avant, elle la supprime dans 90% des cas, 95% des cas, mais pour éviter que le patient, puisqu'il s'agit d'un bolus important qui n'est pas titré, vous voyez, on fait un bolus en 30 secondes, comme il s'agit d'un bolus important, on va être dans des concentrations psychédéliques. Donc pour lui éviter d'être en plein voyage psychédélique, on fait le propofol 15 secondes après. Relais ensuite au pouce-seringue électrique, 0,15 à 0,3 mg par kilo et par heure. Donc vous avez vu, il y a une fourchette faible, une fourchette élevée. Il faut savoir que la littérature a publié jusqu'à 0,3 mg par kilo et par heure, ce qui me paraît un peu excessif. Alors, l'ASFAR propose d'interrompre la perfusion de kétamine. Il ne propose pas encore l'eskétamine, mais ça ne saurait tarder, 30 minutes avant la fin du geste chirurgical. Alors c'est très bien, mais si vous faites ça, votre malade, quand il va arriver en salle de réveil, il va avoir mal. Pour ma part, ce que je fais depuis des années, je diminue par 2 la perfusion. Je vous ai fait la simulation tout à l'heure. En 15 minutes, votre patient, il a regagné, ou votre concentration plasmatique plutôt, elle a regagné les concentrations analgésiques, et votre patient ne va pas faire de trip psychédélique, ou en tout cas très peu en salle de réveil. Par contre, quand il arrivera en salle de réveil, une demi-heure après la diminution par 2 de la vitesse de la perfusion, il n'aura pas mal. Et à ce moment-là, vous pourrez décider si vous arrêtez la perfusion. Il faut l'arrêter dans ce cas-là quand il arrive en salle de réveil pour avoir le temps de faire le relais avec la morphine, ou si vous envisagez d'administrer de la kétamine, de l'eskétamine
en post-opératoire, auquel cas vous pourrez régler une vitesse de perfusion. Chez les patients les plus douloureux, vous voyez, on peut continuer à administrer l'eskétamine au pouce-seringue électrique avec des doses de 0,06 à 0,15 mg par kilo et par heure. Vous voyez, en gros, ça fait 4, 5, 10 mg/h, sont des doses faibles. Le patient n'a absolument pas d'effet psychédélique, mais il a beaucoup moins mal et il va moins consommer de morphine. Alors, si on a peur, parce que malheureusement les équipes ont plus peur de perfusion d'eskétamine que des perfusions de morphine, alors que la morphine est quand même beaucoup plus dangereuse que l'eskétamine, notamment au niveau respiratoire. Alors, la voie royale, qui a été beaucoup publiée et que j'ai fortement utilisée pour ma part, c'est d'introduire l'eskétamine dans la PCA morphine. Donc vous voyez, on prévoit entre 0,5 à 1 mg d'eskétamine par milligramme de morphine. Donc quand le patient appuie sur sa PCA, il s'injecte une petite dose d'eskétamine. À ces doses-là, on n'a pas d'effet psychédélique, mais véritablement, on va prolonger l'effet analgésique pendant 24 à 48 heures sans embêter l'équipe infirmière des étages avec une perfusion d'eskétamine. Sur cette diapositive de Keta-PK, vous voyez, on a simulé la perfusion intra-opératoire, la diminution par 2 30 minutes après la fin de la chirurgie, 30 minutes avant la fin de la chirurgie. Vous voyez qu'on regagne tout de suite des concentrations analgésiques et ensuite 2 microgrammes par kilo par minute, ce qui fait 0,12 mg par kilo. Je me suis trompé, c'est par heure bien entendu sur la diapositive en post-opératoire. Ce sont des concentrations analgésiques. La douleur chronique. Eh bien, sur cette diapositive, je vous ai montré les concentrations qu'on est en droit d'obtenir avec une injection intranasale d'eskétamine, avec un pchit intranasal. Et vous voyez qu'on a des effets analgésiques qui durent un petit peu plus longtemps qu'en intraveineux, mais là encore, vous voyez qu'il va falloir réitérer la pulvérisation intranasale. En tout cas, vous voyez que sur la douleur neuropathique, on a un effet analgésique tout à fait sensible de l'eskétamine. En réanimation. Alors en réanimation, avant de vous parler de la kétamine, je vais vous parler de l'étomidate. Il y a eu pas mal de publications qui ont jeté un doute sur l'étomidate injectée chez les patients. Et vous voyez que là, on a une étude rétrospective, mais on a extrait cette étude d'1,5 million de patients, à partir desquels, grâce à un score de propension, on a créé plus de 20 000 paires de malades matchés, c'est-à-dire qui avaient le même pronostic, si vous voulez, entre les malades qui avaient reçu de l'étomidate en réanimation et les malades qui avaient reçu de la kétamine. Et vous voyez que dans cette étude, l'étomidate était associée à une mortalité plus importante que la kétamine, 21% versus 18%. Voilà. C'est pas la seule étude qui a montré ça. Il y a eu un certain nombre d'études qui ont montré une différence de mortalité en faveur de la kétamine. Une méta-analyse dans Critical Care en 2024, et là la kétamine en général est comparée à n'importe quel autre contrôle. À peu près 3000 patients. Et vous voyez la kétamine dans cette étude, dans cette méta-analyse, réduisait la mortalité. Vous voyez, la mortalité était de 25% dans le groupe kétamine versus 27% dans l'autre groupe, qui représentait plusieurs autres produits anesthésiques avec un risque ratio de 0,9. Alors, toutes les études ne montrent pas ça. Et là, on a une étude randomisée publiée dans le prestigieux New England Journal of Medicine en 2025. Et vous voyez, on a 14 départements d'urgence et de réanimation, étude randomisée, et on regarde le décès intra-hospitalier au 28e jour, un mois, quoi, plus de 2000 patients randomisés, kétamine groupe 28%, étomidate 29%, mais vous voyez, la différence n'est pas significative. Alors ce qu'on observe,
c'est qu'il y a un peu plus de collapsus cardiovasculaire pendant l'intubation, dans le groupe kétamine. Alors ça ne doit pas complètement nous étonner pour plusieurs raisons. La première, c'est que la kétamine a un effet vasopresseur indirect dû à la libération intraneuronale de catécholamine. Or, certains patients de réanimation sont tellement épuisés qu'ils ne peuvent plus libérer leur catécholamine. Donc, de toute façon, je vous rappelle que ce soit l'étomidate ou la kétamine, quand on fait une induction en séquence rapide chez des patients choqués, il faut diminuer par 2 la dose d'induction, pareil hein, pour les kétamines, en raison de la contraction de l'espace de dilution, du volume de dilution. Et donc, par ailleurs, donc la kétamine peut, chez ces patients, avoir un effet son effet vasodilatateur dû à l'effet calcium bloqueur peut se démasquer. C'est la raison pour laquelle, chez les patients choqués, non seulement il faut diminuer les doses, mais il faut également, vous le savez bien sûr, toujours brancher la perfusion de noradrénaline avant l'intubation. Il y a une deuxième raison pour laquelle les patients sous étomidate ont peut-être des pressions artérielles plus élevées. Cette étude extrêmement intéressante de l'hôpital Cochin, Marie Lallemand, publiée dans le British Journal of Anesthesia en 2003, s'intéressait à des patients qui recevaient 3 doses d'étomidate, 0,2, 0,3 et 0,4 mg par kilo, en fonction du contexte, et chez lesquels on mesurait le temps de disparition du réflexe ciliaire et le temps de diminution du bis au-dessous d'une valeur de 50, c'est-à-dire le temps que le malade mettait à s'endormir. Or, nous, en réanimation, on s'intéresse à des inductions en séquence rapide. C'est des patients qui vont recevoir un bolus de cellocurine et qu'on va intuber au bout d'1 minute, après leur avoir injecté soit de l'étomidate, soit de la kétamine, soit autre chose. Mais qu'est-ce qu'on observe? On observe que au bout d'1 minute, vous avez seulement un tiers ou un quart des patients qui dorment. Alors ça, c'est quand même fâcheux. Et je vous rappelle tout à l'heure, je vous ai dit le temps, le temps comment dire, d'action, le délai d'action de la kétamine, c'est moins d'1 minute. Donc avec la kétamine, ils dorment les patients. Avec l'étomidate, ils dorment, mais malheureusement après l'intubation pour les 2 tiers ou les 3 quarts d'entre eux. Donc ça, c'est fâcheux. C'est peut-être aussi une des explications pourquoi ces malheureux malades ont une pression artérielle plus élevée. Voilà. Donc en ce qui me concerne, je préférerais être endormi avec de la kétamine qu'avec de l'étomidate, pas tellement pour la question de la mortalité, on n'est pas trop sûr, beaucoup d'études vont dans un sens, d'autres vont dans l'autre sens, mais véritablement, il y a une autre étude qui dresse les mêmes conclusions par rapport à l'étomidate et le fait que les patients ne dorment pas au bout d'1 minute. Alors maintenant, les patients neurolésés, je vous rappelle cet article qui énonce quelque chose d'important, qui n'a pas toujours été su et qui malheureusement n'est pas su par tout le monde, mais les isomères de la kétamine n'augmentent pas, n'aggravent pas l'hypertension intracrânienne. Alors dans cette étude, c'est une étude de cohorte, vous voyez, et c'est très intéressant parce que ce sont des patients qui ont reçu de l'eskétamine et chez lesquels on a mesuré ce qu'on appelle les spreading depolarization. Ce sont des phénomènes qui sont fortement corrélés au mauvais pronostic. Alors, ils surviennent dans des contextes moins dramatiques, hein. C'est par exemple, on sait que ces dépolarisations qui se propagent à la surface du cerveau, on observe ça dans la migraine, par exemple. Mais là, en l'occurrence, ce sont des patients qui ont une hémorragie méningée et on sait que la propagation de ces dépolarisations est extrêmement péjorative. Or, vous voyez que, d'une part, par rapport au contrôle, les patients qui ont reçu de l'eskétamine
ont une diminution drastique des spreading depolarization, mais vous voyez que cette diminution, elle est complètement dose dépendante, à la fois du point de vue de l'incidence et de l'amplitude. Par contre, vous voyez que ce sont des doses extrêmement élevées. Donc, ce sont des doses qu'on va pouvoir augmenter pendant quelques jours maximum, parce que ce sont des doses 2 à 7 mg par kilo, c'est des doses considérables. Une méta-analyse chez les patients de réanimation, 2022, 13 études, plus de 2000 patients, et vous voyez que les patients qui reçoivent de l'eskétamine, enfin de la kétamine, vous voyez que ces patients ont une diminution de consommation d'opioïdes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de différence de pression intracrânienne que les patients reçoivent ou non de la kétamine. Ils recevaient de la kétamine ou de l'eskétamine dans cette étude. Une méta-analyse encore de 2024 chez les patients de réanimation. Vous voyez 800 patients à peu près, et on s'intéressait cette fois-ci au délirium en réanimation. Et là encore, vous voyez que le groupe qui recevait de la kétamine avait significativement moins de délirium. Alors, quand on parle de kétamine administrée en réanimation, où c'est pendant plusieurs jours et parfois plusieurs semaines, il faut absolument s'intéresser à la toxicité, notamment à l'hépatotoxicité. Depuis 2017, mais c'est connu depuis beaucoup plus longtemps, ça a été publié notamment en Asie où il y a beaucoup de toxicomanie à la kétamine, ce sont les atteintes d'une part urinaires, mais surtout les atteintes hépatiques. Et vous voyez que l'ANSM avait tiré la sonnette d'alarme à partir de 2014 sur des cholangites, mais qui survenaient, vous voyez, chez les patients dont il était question, avec des traitements continus de 1 à 5 mois et des posologies élevées. Bon, ça veut bien dire qu'il ne faut pas utiliser ces posologies élevées pendant aussi longtemps. Et vous voyez que là, le contexte, c'était des grands brûlés. Et pour autant que je sache, ça n'a pas été publié, mais il semblerait que certains d'entre eux aient dû subir une greffe hépatique. Donc, il faut vraiment prendre ça, faut pas le prendre à la légère. Alors, la meilleure étude, c'est celle de Vanel Garcia, parce que c'était des patients intubés, ventilés pour du Covid. Et on sait que les neurocovid étaient très difficiles à sédater et que d'autre part, vu la masse de patients qui ont déferlé sur les réanimations à cette époque, eh bien, il y avait une pénurie de certains agents de sédation, raison pour laquelle la kétamine a été beaucoup plus utilisée que dans la période qui avait précédé. Et vous voyez, ils ont fait une espèce de nomogramme où on voit l'atteinte hépatique matérialisée ici en ordonnée par le dosage de la bilirubine plasmatique, et vous voyez qu'elle est proportionnelle complètement d'une part à la durée de la perfusion et d'autre part aux doses de kétamine administrées qui, là encore, on voit, sont des doses considérables. 5 mg par kilo et par heure pendant 21 jours, c'est quelque chose d'énorme. Bon, il faut essayer de ne pas reproduire ces schémas, évidemment. C'est la raison pour laquelle, publié dans Critical Care Medicine en 2018, vous voyez, il y avait des guidelines, des recommandations, où on disait que la kétamine pouvait... Alors, il s'agit là de kétamine, mais on peut transposer à l'eskétamine en utilisant d'ailleurs à peu près les mêmes doses, vous voyez. La kétamine ou l'eskétamine doivent être envisagées lorsqu'on cherche chez les patients de réanimation de diminuer l'administration des opioïdes, en particulier quand on va, par exemple, les extuber ou lorsqu'on veut les sevrer d'opioïdes qu'ils ont reçus pendant plusieurs jours. Et dans ce cas-là, on suggère l'administration de concentration de 1 à 2 microgrammes par kilo et par minute en perfusion. Donc vous voyez, c'est la fourchette faible. Je vous mets sur cette diapositive là, ce qu'on appelle les RCP, c'est-à-dire la base de données publique des médicaments. Et vous voyez que pour l'esquésia, on dit qu'on ne devrait pas dépasser en réanimation, hein, vous voyez,
4 à 6 semaines, ce qui me paraît déjà pas mal. Voilà. Pour la kétamine, ça n'est pas précisé par les RCP. Pour conclure, au niveau de la pharmacologie, eskétamine par rapport au mélange racémique, c'est 2 fois plus de puissance hypnotique et analgésique. C'est des effets psychoactifs qui existent. Leur incidence, elle est comparable si vous ne titrez pas chez le patient réveillé. Mais vous avez moins de déficit cognitif. Les effets psychoactifs sont en général plus agréables qu'avec le racémique. Et on l'a vu, le réveil est plus rapide. Troisièmement, au niveau de la circulation, je vous l'ai montré, l'eskétamine préserve le préconditionnement ischémique. Je ne vous ai pas parlé de la vasodilatation induite par l'hypoxie, mais c'est le même mécanisme. Et de la même manière, on montre que l'eskétamine le préserve et pas la kétamine racémique. Au niveau de la neuroprotection, vous avez vu ce qu'il en était. L'arkétamine n'est pas du tout active. C'est seulement l'eskétamine qui a un potentiel de neuroprotection et d'ailleurs de neurorégénération expérimentalement. Au niveau clinique, on a vu que l'eskétamine, c'était moins de dysfonction cognitive et moins de délirium post-opératoire, moins de stress et de dépression chez nos patients, une meilleure analgésie, potentiellement moins de douleurs chroniques, mais j'insiste, si vous avez utilisé les concentrations dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les réadministrations, moins de dépression respiratoire, en particulier chez les patients non intubés, moins de nausées, vomissements post-opératoires quand elles permettent de diminuer l'administration de morphine, une meilleure stabilité circulatoire, des effets anti-pro-inflammatoires qui sont intéressants à la fois pour la douleur chronique post-opératoire et pour la dysfonction cognitive, et une récupération digestive plus précoce dans certaines études. Et au total, une meilleure récupération post-opératoire. Voilà, en conclusion, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette conférence. Vous pouvez télécharger Keta PK, c'est-à-dire la pharmacocinétique de la kétamine, le logiciel gratuit que vous pouvez trouver sur mon site georgemion.com à l'onglet Download. Merci encore une fois, prenez soin de vous.